Yo les frolosers et sistazers, nous sommes avec l'artiste Tarek qui va nous faire découvrir son univers autour du graffiti, autour du street art. On va découvrir ça avec lui. Comment vas-tu Tarek ? Ça va, je suis content de te rencontrer et c'est le moment, ouais, c'est vrai, de parler de mon univers parce que je suis à côté d'une de mes toiles et voilà, et on s'est rencontrés tout à l'heure, donc il y a plein de choses à se dire. Exactement. Oui, effectivement, la toile que vous voyez derrière, elle est réalisée par Tarek et justement dans ce cadre superbe du Panthéon. Et là, avec lui, on va échanger sur son amour du street art, de son art. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Donc je suis Tarek, je suis l'auteur du livre Paris ton quart, mais avant d'écrire le livre, j'ai commencé le graffiti fin 85, début 86. Donc j'avais 14 ans, je l'ai découvert sur la petite ceinture au niveau de la porte de Vanves et de la porte de Brancion. Je pensais que c'était des punks en fait ou des espèces de mecs bizarres qui écrivaient sur les murs, mais c'est en fait en allant à Londres, parce que mon cousin était musicien et il m'avait dit tu peux aller à Londres chez une de mes amies qui joue souvent avec nous, mais ce qu'il m'avait pas dit c'est ça a été j'ai eu une double surprise. Je me suis retrouvé c'est là où j'ai découvert le ghetto pour de vrai en fait. J'étais à Hammersmith dans un quartier c'était frontalier entre le quartier pakistanais et le quartier jamaïcain. Et en fait, je me suis retrouvé, moi qui avais 14 ans et demi, dans un squat d'artistes et de chanteurs et de musiciens. Et il y avait des rastas, ils fumaient des gros joints toute la soirée et tout. Quoi, c'était surréaliste. Et la chanteuse, en fait, elle ne m'attendait pas. Donc, je me suis retrouvé comme un con à dormir sur un canapé. Bon, ça a été une belle expérience. Et donc là, je prenais beaucoup le métro parce qu'on était assez loin du centre. Et là, j'ai vu les premiers graphes sur métro, en fait. Et en rentrant, j'ai commencé à redessiner ça et c'est comme ça que le virus est apparu en moi. Ok, d'accord. En fait, par rapport à cette anecdote-là, par rapport à ce vécu-là, est-ce que tu peux nous situer la date à peu près de ce qui s'est passé ? C'était en quelle année ? Ouais. Alors là, c'était en 85, fin 85, et en rentrant, je commence à réellement taguer. Alors, quand on a 14-15 ans, on ne fait pas ça dans le métro direct à Paris. C'était dans ma cité, mais comme c'était pas très bien vu, parce que les gens ont tendance à l'oublier, dans les cités à l'époque, le tag était très très mal vu. C'était pas quelque chose d'accepté par les gens qui habitaient dedans. Alors très vite, on m'a fait comprendre que je pouvais aller faire mes bêtises ailleurs. Donc voilà, je suis allé les faire un peu plus loin. Et à partir de là, j'ai découvert d'autres personnes qui en faisaient tout simplement, et notamment dans mon collège et ensuite dans mon lycée. Et là, on est dans les années 86, ensuite 87. Et c'est en 87 que l'idée du livre est venue. Parce qu'on était peut-être une trentaine au niveau de la ligne 10, au niveau de Boulogne-Billancourt. Et il y avait un rendez-vous pour taguer en fait. Et on était plein, quoi, une trentaine, ouais. Et au bout d'un moment, je me dis, mais on est là en train de taguer les métros, les stations, il est 20h, il n'y a personne qui prend de photos, il n'y a pas de témoins. Et moi, j'étais très... Par mes origines, par le fait d'avoir une double culture, le fait d'avoir des traces et tout ça, c'est important. Il y a un proverbe africain qui dit si tu veux connaître ton présent, il faut connaître ton passé, quoi. Si tu veux bien vivre, il faut connaître tes racines aussi, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et il y a plein de variantes. Et en fait, là, je me suis dit, demain, qu'est-ce que je vais avoir comme souvenir d'un tag qui est totalement éphémère ? Est-ce que tu peux expliquer vraiment les motivations ? C'est quoi qui t'a donné envie d'avoir, comme on dit, ton blaze sur le métro ? En fait, alors ça vient de plus loin encore, là pour le coup, c'est le Smurf. Alors je sais pas, moi je suis la génération Smurf. Et dans ma cité, en revanche, tout le monde aimait le Smurf. Ça, c'est vraiment un truc qui nous regroupait, le football et le Smurf. Et tous les samedis après-midi, on se retrouvait on avait un square comme ça un peu pourri, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une dalle en béton qui nous permettait de mettre des cartons et faire du Smurf. On ramenait tous un cadeau et le vainqueur du battle repartait avec tous les cadeaux. Alors moi, je repartais jamais avec rien parce que j'étais pas très bon en Smurf, mais il y avait une émulation comme ça et par le Smurf, on a commencé à regarder un peu ce qui tournait dans la culture hip-hop en fait, Break Machine, tout ça, toute la culture new-yorkaise, et on voyait des métros passer. Mais pour nous, c'était les métros new-yorkais, tu vois, c'était pas... Et c'est vrai que le graffiti, quand je commence à en faire, pour moi, c'est plus un jeu.
Et quand on a 14-15 ans, c'est un jeu. Un jeu du chat et la souris ou... Ouais, c'est ça. C'est transgresser les interdits, le fait de sortir le soir faire des bêtises, tu vois, et ainsi de suite. Mais en fait, le blaze, c'était même j'ai eu tellement... Au début, je pense qu'entre le moment où j'ai commencé, le moment où j'ai vraiment signé avec le même blaze tout le temps, j'ai dû en avoir 30 ou 40, quoi. Histoire de se trouver, le temps de se trouver un petit peu. En tout cas, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que quand même, ton attrait pour tout de suite figer les images dans le temps. Le truc, c'est que on est là, on vit l'instant présent, on veut faire du graphe, on veut mettre notre blaze. Et là, pour le coup, toi, tu as déjà eu l'idée de figer les choses dans le temps avec la photographie et ensuite avec le livre. Et ça, on peut dire que ce genre d'idée et d'initiative, c'était pas super courant. Ben non, c'est ce qui fait que je suis là. Et en fait, pour te dire les choses, parce que maintenant avec l'âge, j'ai l'âge de la raison, l'âge du vieux sage, comme dirait feu mon père. Et d'ailleurs mon père, quand je lui ai donné le livre, il m'a dit j'ai toujours cru que tu réussirais, donc ça m'a fait plaisir. Et voilà. Et ça c'est important. Le soutien des parents c'est quelque chose d'important et de primordial. Et comme je te disais, c'est pas quelque chose que j'ai tellement bien vécu, c'est bien après. Et quand je dis bien après, c'est 10 ans après. C'est pas. Oui. Non. Non. Sur le moment, sur le moment, je savais que j'avais sorti un livre, mais je n'imaginais pas que ça allait devenir le livre. Tu vois, c'est ça. Et bien sûr, c'est après. Et maintenant, en fait, je le vois bien ici, là, ce soir, il y a des personnes qui ont commencé le graffiti en lisant mon livre, par exemple. Il y en a qui l'ont eu dans les mains quand ils étaient ados. Ils l'ont plus maintenant, alors ils me demandent quand il va ressortir. Et tu vois, donc c'est quelque chose qui maintenant fait partie de moi, mais pendant très longtemps, je l'ai mis de côté. Parce que, en plus, je suis même pas du tout matérialiste, je m'en fous. En fait, ce qui est important, et là tu l'as dit tout à l'heure, c'est les choses qu'on vit dans le présent. Moi, c'est le présent qui m'importe. Le passé, c'est le passé. Je suis pas nostalgique de mon passé, hein, mais voilà, voilà, tout à fait. D'ailleurs, j'utilise pas le blaze que j'avais à l'époque. J'utilise mon identité parce que c'est la mienne. Et j'ai rencontré plein de gens bien, des gens qui étaient moins bien. Mais qu'est-ce que j'en retire ? Eh ben, j'en retire que toutes ces expériences ont fait que je suis ce que je suis. C'est ça qui est important. Exactement. Et je trouve que ça, c'est super important de savoir d'où on vient, pour savoir qui on est. C'est exactement. Ça peut paraître des phrases bateau, mais c'est essentiel et c'est des phrases vraiment existentielles. Pour revenir au livre, donc Cédric, quand on commence à envisager de faire un second livre, là, on l'envisage avec moi comme auteur et non plus comme interviewé. Et j'en ai profité pour interviewer des anciens du graffiti. Dedans, il y a Darko, il y a D-Light, il y a Nasty, il y a des gens qui n'ont jamais été interviewés que j'ai pu interviewer parce qu'ils étaient très discrets à l'époque. Et j'ai fait des focus sur cette période avec des photos qui sont sorties de mes archives, qui n'étaient jamais sorties dans rien, ni dans un magazine, ni dans un livre, ni dans une expo, avec des anecdotes pour rappeler que c'est un mouvement qui était en évolution et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que si on voit des toiles aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé par des tags. Exactement. Voilà. Par du vandal et qui est aujourd'hui dans des galeries d'art. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Là, comme vous l'avez entendu, ce livre-là regroupe une partie de l'histoire du hip-hop. Et cette histoire, elle est très importante parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on en écoute partout. Donc, achetez ce livre. Il est disponible où d'ailleurs ? Alors on était parti dans l'idée que tant qu'il y avait le prix du graffiti, il était disponible en ligne. Donc je vous enverrai le lien pour pouvoir le transmettre aux auditeurs et à tous ceux qui vous suivent. Et à partir du moment où le prix est terminé, tout ça, il sera plus accessible en librairie. Mais on l'a mis dans certains points de vente à Paris et ailleurs. Mais l'idée c'était aussi que les gens viennent, se déplacent pour voir les œuvres aussi. C'est ça qui est important. Super, impeccable. Je vais terminer cette interview par une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Tarek pour l'avenir ? La liberté. La vraie liberté. Belle conclusion. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que vous aussi. Merci beaucoup Tarek d'avoir répondu à nos questions. Une dédicace. Est-ce qu'on peut refuser ça quand même ? Allez, il va nous faire une dédicace rien que pour nous, rien que pour moi. Je garde ce livre-là pour moi et il y a sa signature.
Donc il va pas valoir le même prix que la librairie. Vous avez capté, hein? Yo la famisère, on se retrouve pour un tips qui va s'avérer utile pour tous les artistes qui font du custom shoes. Car des fois quand tu réalises un full custom, tu débordes un peu sur la semelle et le rendu il est pas très pro. Je vous l'avais teasé dans la précédente émission, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Voici l'outil indispensable pour des finitions vraiment nickel, la gomme en caoutchouc. Ça c'est la base et tu les trouves facilement sur les sites internet. Ça permet de gommer toutes les taches de peinture sans laisser aucune trace. Et maintenant, on va rentrer dans un travail un peu plus précis. Grâce à du masquage pour protéger la peinture, que j'applique soigneusement au contour de la semelle. Une fois que ceci est fait, à l'aide d'un scalpel, je découpe soigneusement les contours de la semelle. Une fois fait, je retire le surplus de masquage sur la semelle. Une fois que c'est réalisé, là on va rentrer dans le dur. À l'aide du papier de verre, gros ou moyen grain, je gratte le surplus de peinture. Et pour enlever toute trace de résidus, on utilise la gomme magique. On gomme. Ça demande un petit peu d'huile de coude tout de même. Mais comme tous les efforts, à la fin, ça paye et le résultat des courses, c'est que le rendu est nickel et professionnel. En espérant que ce tips t'a aidé et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la famisère. On se dit à très bientôt. Ciao les frolosers et sistazers. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.